Apparemment, la Russie a révélé par erreur les objectifs militaires territoriaux en Ukraine. On dit bien par erreur. Ils ont titré l'Ukraine, la carte secrète russe révélée par erreur, jusqu'à y mettre un point d'interrogation. Mais bien sûr, en tout cas, on écoute ça. On a quand même affaire à des grands soldats de plateau. Ils vont nous apprendre forcément des trucs. Jusqu'où veut aller la Russie? Regardez cette affaire de la carte de Gerasimov. Donc Gerasimov, chef d'état-major des forces armées russes, il était en conférence pour faire un point sur les résultats des troupes russes et la carte qui est derrière lui a suscité beaucoup de curiosité. C'est toujours intéressant, les cartes des militaires ou des politiques. On va zoomer pour bien comprendre ce qu'il y a exactement dessus. C'est la carte de l'Ukraine, mais la ligne qui semble révéler l'ampleur des ambitions territoriales en Ukraine. L'offensive, on va peut-être écouter ce que dit à ce sujet, et puis c'est un peu flou, mais on essaiera de comprendre. Écoutez ce que dit Gerasimov. L'offensive continue sur la quasi-totalité de la ligne de front et depuis le mois de mars, plus de 3500 km² de territoire et 149 localités ont été libérées. Les tâches visant à créer une zone de sécurité le long de notre frontière dans les régions de Soumy et Kharkiv sont menées à bien. Les forces armées ukrainiennes sont obligées de transférer les unités les plus performantes au combat d'une zone de crise à une autre pour boucher les trous. Aujourd'hui, les troupes russes ont la pleine initiative stratégique. Et voilà la scène. Regardez la carte qu'on a refaite pour bien comprendre exactement comment ils dessinent leurs ambitions. Carte de l'Ukraine aperçue lors de la réunion des militaires russes. Alors, Ok, avant qu'on ne poursuive quoi que ce soit, important quand même de faire une précision importante. La carte qu'ils nous montrent aussi, ils ont bien dit, ils l'ont refait. Ils ont refait cette carte. Pourquoi la précision est importante? Parce que dans cette scénographie, bon, dites-vous que ce genre de prise de parole officielle de très hauts officiers, de très hauts agents, là on parle quand même du chef d'état-major des forces armées de la Fédération de Russie, rien n'est mis au hasard. Tout ce qui apparaît à l'image est quelque chose de prévu, de volontaire et qu'ils veulent partager. Donc, s'il y a les objectifs militaires de la Russie dessus, ça veut dire qu'ils l'ont prévu. Hein? C'est important déjà de noter ça. Ensuite, la carte qui est en haut, là, même après le fait qu'ils aient zoomé, c'était trop flou pour qu'on distingue quoi que ce soit. Donc, ils sont partis au pif parce qu'ils ont besoin de faire leur one-man show. Voici la version de la carte zoomée. Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose, à lire quelque chose ou à distinguer quoi que ce soit? Ce n'est donc pas pour rien que pour les besoins de leur one-man show, ils ont été obligés de redessiner eux-mêmes. Et c'est sur la base de leur redessin, donc de leur interprétation, sachant de quel bord est-ce qu'ils penchent, qu'ils ont redessiné la carte. Très important qu'on contextualise ça avant de poursuivre toutes leurs analyses. Même si on va faire comme si, ok, pour le jeu de la contradiction, on va admettre ce postulat de base. Mais pour l'admettre, je voulais déjà vous dire qu'il est très fort probable que ce soit faux, ce qu'il présente là. La Russie ne va pas par erreur, et qu'on soit très clair là-dessus, afficher des objectifs militaires en mondovision. C'est impossible. Pas par erreur. Parce que toute la scénographie est savamment calculée. Et c'est une vidéo préenregistrée. Donc dans le pire des cas, on peut effacer et on retourne la scène. Tout ce qui apparaît dans cette scénographie est voulu. Chaque élément, le moindre stylo, le moindre micro, la moindre bouteille, je ne sais pas si c'est de l'eau, si c'est du whisky, j'en sais rien. Mais tout ce qui apparaît est voulu. Ok, on peut poursuivre maintenant. Refait pour bien comprendre exactement comment ils dessinent leurs ambitions. Carte de l'Ukraine aperçue lors de la réunion des militaires russes. Alors, ce qui frappe évidemment, c'est en particulier l'ampleur de l'occupation qui va jusqu'à Odessa. Mais je pense que c'est ce qu'ils souhaitaient, en tout cas au départ. Donc je ne sais pas si cette carte est toujours d'actualité et si c'est réalisable, mais bien évidemment, il voulait Odessa également. Alors, effectivement, prendre Odessa serait très difficile, mais pas forcément impossible. Pourquoi? Odessa est extrêmement protégé. Vous voyez que là, ça donne à la mer Noire. Odessa, c'est la zone là où il y a la mer Noire. C'est un bastion, en fait, qui a été hyper renforcé par l'OTAN. Résultat, les tentatives d'avancée russes dans la région de Kherson et la région de Mykolaiv se heurtent en fait à une résistance acharnée, une logistique très difficile et il n'y a pas eu la moindre percée depuis un certain nombre de temps déjà, dont la région là exclusivement, parce que dans toutes les autres zones du Donbass, les gars avancent à pas de géant, on compte en centaines de kilomètres. Si la Russie décide de faire un débarquement naval, style les 300 Spartiates, ce serait un casse-tête parce que les missiles Neptune ukrainiens rendent en réalité la mer Noire très dangereuse pour la flotte russe. C'est d'ailleurs comme ça que l'Ukraine a pu
pour l'instant maintenir la flotte russe à bonne distance. Donc, 3 scénarios plausibles à ce niveau. On peut parler d'un blitz naval, c'est-à-dire que la Russie tente un assaut massif, donc un débarquement massif, hélicoptères, chars et j'en passe, et l'ensemble fuse d'un coup à Odessa, mais avec des missiles ukrainiens en embuscade sous l'eau. Ce serait très difficile, mais c'est jouable. Sauf que dans ce cas de figure, il y aura beaucoup de pertes. Maintenant, au sujet de cette carte-ci, il montre une carte avec Odessa dedans, donc c'est une forte posture politique, voire ça génère en réalité une peur psychologique pour pouvoir démoraliser. Ça marche aussi, hein? Donc ils n'auront même pas besoin de faire la guerre. Parce que le simple fait qu'ils ajoutent Odessa dans leur objectif militaire ou les prochains objectifs militaires sérieux, les gars seront déjà en mode est-ce que ce sera encore nécessaire, machin. Bref, ça les fait paniquer et donc le moral est déjà à zéro. Si ça ne marche pas militairement, il y a toujours la voie diplomatique ou encore médiatique. Ça peut marcher par là. Et il y a une troisième option, une troisième méthode. Et elle est très simple, hein. Guetter les brèches et saboter. C'est-à-dire ruiner les lignes ferroviaires, attaquer les ponts stratégiques comme le pont de Zatoka, ce qui va perturber l'approvisionnement de la ville. Et après ça, ils peuvent faire une invasion lente avec de petites frappes vraiment en mode sniper. Pas de front ouvert. Tout se fait à distance. Et dans ce cas de figure, ça peut passer. Voilà. Pour l'instant, vraiment, en tant qu'amateur novice, voilà des stratégies qui peuvent être employées. Mais le fait que la dame donne l'impression que c'est pas possible, que Odessa est trop structurée, absolument toute ville peut se récupérer, aussi fortifiée soit-elle. Et l'histoire nous l'a montré à maintes reprises. On a par exemple la classique ville de Troie, fortification renforcée, muraille colossale, réputée pour être infranchissable à l'époque. Même après 10 ans de siège, la ville n'est pas tombée. Les Grecs n'arrivaient à rien. Comment est-ce qu'on a fait tomber la ville? Le fameux cheval de Troie. Les Troyens ont laissé entrer dans leur propre mur un cadeau rempli de soldats grecs. La leçon à ce niveau, c'est que quand la force échoue, il y a l'astuce psychologique qui peut marcher. Ça permet d'ouvrir les portes, même les plus solides. Il y a aussi le cas de Constantinople. La même chose, la ville était renforcée avec des murailles au Moyen-Âge extrêmement célèbres. Les murailles théodosiennes que personne n'avait franchies en près de 1000 ans. On parle de murailles qui avaient littéralement 3 couches de murs renforcés. Un fossé, c'était littéralement une mer protégée par une énorme chaire, si on doit avoir une image mentale de l'affaire. On se demande comment est-ce que Constantinople est tombé. Les Ottomans ont utilisé des gigantesques canons construits par un ingénieur hongrois, capable de pulvériser les pans entiers de la muraille. Et c'est comme ça qu'ils ont aussi traîné des navires par la terre pour pouvoir contourner la chaîne de port. Ils ont traîné des navires par la terre, traverser, remettre les navires sur l'eau pour pouvoir continuer à attaquer la ville. Donc, quand la force frontale échoue, on change simplement de technologie et on invente un détour. En 1759, il y a la ville de Québec. C'était une ville perchée, protégée par le fleuve Saint-Laurent et des falaises abruptes, très abruptes. C'était dur parce que les Français pensaient que les Britanniques ne pouvaient jamais grimper la falaise escarpée. Ils en étaient intimement convaincus. Ce qui s'est passé, c'est que le général britannique Wolfe a fait grimper ses troupes par un sentier secondaire escarpé de nuit. Donc, ils n'étaient pas visibles. Le matin, ils étaient sur le plateau, face à la ville. Bataille perdue pour les Français, tout simplement. L'ennemi peut toujours venir par un endroit où il est impossible de passer. Parce que pour l'instant, les gars se disent que non, ils contrôlent la zone là de la mer Noire, la Russie ne peut pas traverser, la Russie ne peut traverser de nulle part. Mais laissez-moi rire. Quand vous regardez la carte là, vous voyez les zones qui sont déjà contrôlées par la Russie. Ce n'est pas impossible que des portes ou des plans soient déjà en préparation. Bref, il y a plein de villes comme ça dans l'histoire. Singapour en 1942 ou encore la ville de Port Arthur en 1905 pendant la guerre russo-japonaise. Et dans le cas de la ville de Port Arthur, là on se rend compte juste qu'il suffit parfois simplement d'avoir la bonne position, celle en hauteur, un peu d'artillerie et ça passe. Donc quand elle arrive et elle dit que c'est impossible, c'est de la propagande, tout simplement. Ils s'appellent Novorossia, les militaristes russes. En souvenir de Catherine II, absolument, la nouvelle Russie. Évidemment, l'Ukraine n'aime pas beaucoup Catherine II. D'ailleurs, sa statue qui était je ne sais pas si vous avez déjà visité Odessa, qui est une très belle ville. Sa statue était en plein milieu d'Odessa. Elle a été la statue du duc de Richelieu. Oui. Et non, et la statue de Catherine II. Il y avait une statue de Catherine II à Odessa. Elle a été déboulonnée. Je ne suis pas sûr que ce révisionnisme historique serve à quelque chose, mais c'est un autre thème.
Au moins ça, il admet que c'est du révisionnisme historique. On coche, oui. Au moins ça, il l'a dit. Mais c'est évidemment... Il y a même quelques généraux russes au début de la guerre en février 2022 qui s'exprimaient assez ouvertement pour dire que Odessa était le but final. Rappelons-le, Odessa, qui est une ville ça montre russophone. ils sont prêts à aller, si c'est le cas, aller à l'affrontement. Le président de la République, dans un propos rapporté, il ne l'a pas dit face à caméra, mais c'est un propos rapporté, disait si on touche à Odessa, par exemple, ce sera un point de rupture, parce que les Européens ne peuvent pas supporter que les Russes s'emparent d'Odessa. Il y a un lien particulier avec... Et si les Européens ne peuvent pas supporter que les Russes s'emparent d'Odessa, les Européens vont faire quoi? Moi, je suis curieux de savoir. Les Européens vont faire quoi? Débarquer sur le terrain. Richelieu, Odessa, la France. Mais la carte qu'on voit dans le bureau de Gerasimov, à mon sens, c'est la carte rêvée de Vladimir Poutine, de Gerasimov, enfin de tous les hommes qui les entourent. Il n'y a aucun hasard là-dessus. Et je pense que d'ailleurs, ça leur pose aucun problème que les Occidentaux le voient, qu'on ait pu voir cette carte en zoomant à gauche de cette image. Et la frontière qu'on voit en rouge, donc il y a Kharkiv aussi très très importante, aussi une ville extrêmement proche de la Russie, russophone dans sa langue, et proche des Russes avant la guerre. Aujourd'hui, c'est certainement très très différent. Mais pardon, si c'est le cas, un honneur d'Odessa, si c'est le cas, ça veut dire qu'ils sont prêts, après un cessez-le-feu, sans doute, Ne parlez pas au même moment. Et qui? C'est comment? à aller à l'affrontement avec les Européens en se disant ils veulent bien davantage que ce qu'ils ont là. C'est une analyse qui est très largement partagée, et je pense qu'effectivement, si cette carte a été montrée, si on peut la voir et si on peut zoomer dessus, c'est sans doute pas un pur hasard. Ouais. Mais de toute façon, quand c'est vous autoréalisateur entendez, comme carte. Poutine, il dit nous devons nous attaquer aux racines de ce conflit. Les racines de ce conflit, c'est l'élargissement de l'OTAN, et il se réfère parfois, et les spécialistes qui l'entendent parler des racines du conflit savent très bien que ce qu'il veut dire, ce sont les documents qu'il a publiés fin 2021, dans lesquels il dit que l'OTAN doit se retirer, doit retirer ses troupes et toutes ses installations militaires aux frontières de 97. Donc pour lui, le fait de vouloir aller plus loin, ça semble un souhait. Quand il dit publiquement la Russie n'a pas de frontières et qu'il met justement la frontière estonienne des affiches dans lesquelles il marque cette phrase, la Russie n'a pas de frontières, c'est normal que les pays limitrophes se sentent extrêmement vulnérables. Les pays limitrophes se sentiraient réellement vulnérables si la Russie passait son temps, un peu comme l'OTAN, à s'étendre. Qu'elle n'a pas de frontières, mais au moins elle ne passe pas son temps à s'étendre. Et en plus à utiliser des moyens très vicieux pour pouvoir continuer de s'étendre. C'est-à-dire créer des coups d'État, menacer, magouiller, pour pouvoir mettre des dirigeants pro-occidentaux qui vont simplement valider absolument tout ce que l'Occident dira. Et on revient encore à la question de qui doit se sentir en danger. C'est-à-dire, l'OTAN est constamment en train de se vendre comme étant une force d'assurance vie. En gros, adhérez, je vais vous protéger contre les méchants voisins. Bon, vous ne savez pas que vous avez de méchants voisins, mais nous on vous annonce que vous avez de méchants voisins. Sauf que derrière ce discours rassurant, il y a des contraintes politiques très brutales qui s'appliquent à chaque fois. Parce que soit vous entrez volontairement, soit ces gars créent les conditions chez vous qui vont vous pousser à entrer. La peur, l'instabilité, les menaces de toutes sortes. Résultat, ça ressemble à une invitation polie. Mais en réalité, c'est un rendez-vous forcé. Vous n'avez pas d'autre choix. On parle des opérations invisibles. Ça commence par les espions, les ONG, les think tanks. Il y a beaucoup de pays qui voient fleurir comme ça d'un coup des fondations pour la démocratie qui sont en réalité des réseaux pro-occidentaux d'espions. Le média et le narratif s'implantent d'un coup. On commence à vendre au peuple du pays en question l'idée que l'OTAN, c'est le progrès. C'est la sécurité, c'est le monde civilisé. Tout opposant à ce discours-là est généralement rapidement catégorisé de pro-russes, ou alors de dictateurs, ou alors d'ennemis de la liberté. Le truc, c'est que ces gars font comme si on est idiots. L'arme, ce n'est pas toujours un missile. C'est parfois un journaliste. C'est parfois tout un lobbying médiatique ou un lobbying dans peu importe le domaine. C'est parfois un conseiller bienveillant qui vous demande d'accepter des contrats qui vous mettent dans les problèmes jusqu'au cou. Et après, il faut un jeu politique. Dans la plupart de ces pays, vous voyez des dirigeants pro-occidentaux qui apparaissent comme ça, comme par magie, littéralement. Soit par des élections où le terrain est bien préparé, un peu comme avec Zelensky, soit par des révolutions spontanées. Ukraine 2004, 2014 aussi, Géorgie 2003 et j'en passe. Ces dirigeants, tellement soucieux du bien-être de leur pays, signent rapidement l'adhésion ou alors l'accord militaire, comme si c'était le choix du peuple. Alors que absolument tout a été orchestré longtemps avant. Ces gens-là ne sont même peut-être pas du pays, ce sont des espions eux-mêmes ou des gens complètement fabriqués ou totalement formatés. L'OTAN va faire en sorte de bien camoufler sa brutalité.
N'est-ce pas, en Yougoslavie, il y a eu des bombes humanitaires en 1999. Oui, on explose un endroit, mais on dit que c'est pour l'humanitaire. Ils ont parlé de protéger les civils du Kosovo. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Belgrade a été sauvagement bombardé. Les infrastructures ont été complètement détruites. Le pays a été forcé à céder. Ils nous parlent de démocratie. Ils pointent les guerres des gens, alors que c'est eux les plus grands organisateurs de guerre. Ça, évidemment, les médias n'en parleront pas. C'est à leurs médias que nous sommes abreuvés tous les jours. Quand ce ne sont pas des bombardements humanitaires, c'est la pression militaire indirecte de l'OTAN. Les gars n'arrivent pas et vous disent on va vous envahir. Non. Ils disent qu'on va sécuriser une zone. Voilà. C'est mieux formulé comme ça. On va sécuriser une zone. On va installer des missions de la paix. Voilà. On va installer des missions pour lutter contre le terrorisme. Voilà. Ça, ce sont les mots qu'on a l'habitude d'entendre, non? Sachez maintenant qu'à chaque fois, ça rime avec invasion militaire. Parce que ces zones qu'ils doivent sécuriser là deviennent des bases militaires permanentes sur le terrain. Et c'est pour ça que l'OTAN, c'est le vrai danger. Le vrai danger, c'est même pas tant qu'ils ont des armes. Oui, c'est dangereux. Mais c'est surtout que ces gens sont extrêmement hypocrites et que leur méthode est super efficace. L'évasion classique choque le monde entier. Vous avez vu par exemple l'Irak en 2003 ou encore l'Ukraine en 2022 avec la Russie. Ça choque le monde entier. Les gens veulent prendre position. Mais une invasion déguisée en intégration volontaire, ça paraît légitime, ça paraît noble, ça paraît moderne, ça paraît civilisé, c'est même chaleureux. Vous êtes des gens bienveillants. Vous voyez jusqu'où ça va, la manipulation médiatique? Parce que c'est là que le jeu devient vicieux. La violence reste, les brutalités, les massacres restent. Mais tout ça est rendu invisible et c'est accepté par l'opinion publique internationale. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'était des missions humanitaires. La méthode de l'OTAN, ce n'est pas d'apparaître comme Gengis Khan ou encore César, mais comme une ONG armée. Oui, c'est une ONG avec beaucoup d'armes. Ils ont le sourire aux lèvres et les missiles dans le dos. Donc, ces gars, une fois de plus, n'essaient pas de faire passer l'OTAN pour les gentils de l'affaire. Si la Russie demande à l'OTAN de retourner dans ses frontières de l'époque, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont maîtrisé toutes les méthodes de fonctionnement de l'OTAN. Et que c'est mieux de ne pas accepter le loup dans la bergerie. Ce jeudi, sans doute, il y aura une réunion très importante à Paris, avec notamment Volodymyr Zelensky qui sera présent, Keir Starmer et évidemment le président de la République qui reçoit. On voit à quel point, si les Européens sont prêts à avoir des troupes pour réassurer le cessez-le-feu, ce seront aussi des troupes qui devront être prêtes à combattre si les Russes attaquent de nouveau. Oui, c'est ce qu'on aimerait, mais je ne pense pas qu'on en est à ce stade-là, parce que d'abord les Russes ont déjà dit qu'ils ne voulaient pas... Oh, le général Lapin dit quelque chose de sensé. Comment? Au moins, il confirme. De troupes occidentales du côté ukrainien. Alors, on n'est pas obligé de... Ils ont bien des Coréens, donc on peut avoir aussi des... On peut y aller, mais après... Essayez, allez-y. Ce n'est d'ailleurs que ça que la Russie attend. Allez-y. Poutine a fait comprendre que tous vos soldats seront considérés comme des cibles légitimes. Ah oui, maintenant on a le général de terre français d'ailleurs qui a refusé catégoriquement l'idée d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Là, ils ont sorti le prétexte de « on est payé pour défendre la France ». Ça paraît beau quand ce discours pop comme ça de nulle part, non? Quand il fallait attaquer la Libye, ils n'ont pas sorti ce genre de phrase. Quand il fallait attaquer l'Irak, ils n'ont pas sorti ce genre de phrase. Mais comme devant là, ils sont face à des gens beaucoup plus forts que non, là tout d'un coup, leur revient un élan de moralité et de devoir. Il est payé pour défendre la France. C'est-à-dire des gars faibles, uniquement forts avec les faibles. Mais vous comprenez qu'ils n'ont aucun courage. Zéro. C'est-à-dire quand il faut envoyer leurs soldats se battre contre des gens désarmés, non, allez-y, allez combattre. Ils n'ont pas sorti ce genre de phrase quand il fallait créer le désordre en 1994 au Rwanda. Non, là, ça allait. Ils pouvaient intervenir. Aujourd'hui, on les demande d'aller combattre contre la Russie. Ils nous sortent son devoir patriotique. N'importe quoi. Il faut aller. Accompagne d'ailleurs. C'est parce que tu fais sur les plateaux télé. Ton expertise stratégique ne serait pas plus intéressante sur le terrain. Quel est le mandat? C'est ça, en fait. C'est-à-dire, qui va oser aller en force de réassurance comme l'armée américaine en Corée du Sud? Parce que c'est ça, en fait, le modèle. C'est s'adosser à l'armée ukrainienne et être prêt à entrer en conflit si jamais les Russes franchissaient... Alors, disons les choses carrément. Si les Russes s'attaquent à Odessa, comme cette carte semble montrer, est-ce que les Français, les Allemands, etc., ceux qui seraient sur le terrain seraient obligés de répliquer? Oui, si la force de réassurance est mise en place, c'est en fait ça. La réponse est non. Parce qu'on pose une question claire dans un scénario précis. Lui, il change le scénario et répond. La réponse est non. Le but, c'est qu'on est obligé à ce moment-là d'entrer en guerre. Et c'est la raison également pour laquelle ça n'est pas fait. Voilà. Donc aujourd'hui... Et pour que la force de réassurance soit mise en place, il faut quand même que préalablement, il y ait soit un cessez-le-feu, soit un accord de paix. On est très loin on est proche ni de l'un ni de l'autre. Et regardez, les Américains, c'est très intéressant parce qu'eux ne veulent absolument pas envoyer leurs hommes.
hommes, Trump serait prêt à se défausser, si on ose dire, par des milices privées. C'est le Télégraphe qui révèle ça. Le président américain négocie avec ses alliés européens l'envoi de sociétés militaires privées pour aider à conclure un éventuel accord de paix en Ukraine. La présidente de la Commission européenne a donné une interview au Financial Times et elle explique: les capitales européennes travaillent sur des plans assez précis pour des déploiements militaires potentiels en Ukraine. Nous disposons d'une feuille de route claire et d'un accord avec la Maison-Blanche. Mais que veut dire exactement cet accord ? Tellement précis que... C'est totalement flou. Au départ, donc Donald Trump ne voulait pas accorder la moindre assistance aux Européens. Ensuite, il a évoqué la possibilité d'une aide logistique ou en termes de renseignement. Et comme il n'y aura pas de troupes américaines au sol, c'est une promesse qu'il a faite à son électorat, eh bien, il a cette idée, qui n'est pas stupide d'ailleurs, de déployer des milices, comme ça avait été fait en Irak avec Blackwater, notamment. Également les bavures qu'on connaît, non-respect des droits de l'homme, les crimes de guerre également, mais ça lui évitera de les comptabiliser comme... Rappelons ça, Elle vient de faire une formulation que j'ai retenue. Ça évitera à Donald Trump de les comptabiliser comme étant des soldats américains ou comme étant des Américains. Mais attention, lorsque Donald Trump parle de milices privées, ce sont des soldats. Ce sont des soldats qu'on va simplement habillés de la bannière d'une milice privée, exactement comme ce que la France fait actuellement en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et j'en passe. Donc, parce qu'ils ne veulent pas dire clairement qu'ils sont en train d'envoyer des soldats, ou qu'ils vont envoyer des soldats, ou qu'ils peuvent envoyer des soldats, ils parlent de milices privées. Mais tous les membres de ces milices-là seront des gens des forces armées américaines. N'en doutez pas une seule seconde. N'oubliez pas leur manière toujours de reformuler les choses pour pouvoir raconter des conneries dans leurs médias, pour pouvoir raconter des mensonges dans leurs médias. C'est leur boulot en réalité. Comme l'autre disait, c'est un peu comme quand l'extrême droite s'est appelée la droite alternative. L'idée, c'est simplement que l'histoire retienne ou que les médias puissent officiellement dire qu'on n'envoie pas l'armée, on a envoyé des entreprises de miliciens privés. Parce que de toute façon, même les entreprises de miliciens privés, là, leur boulot, c'est d'embaucher des anciens soldats. L'invasion de l'Irak, d'ailleurs, ces milices privées ont beaucoup servi de supplétifs de l'armée américaine. C'est des anciens. Mais bien sûr, mais en Afghanistan, ils étaient partout. Moi, il y avait Blackwater quand j'y étais. C'est eux qui maîtrisaient le quartier des ambassades, etc. Ah, donc le général Lapin faisait partie des criminels qui étaient là-bas. Hein. Ok, on a noté. Et une fois de plus, ce sont les pires qui viennent donner des leçons aux gens. Là, les gros tatoués qui étaient sur la logistique et la sécurité. Ils étaient partout, les gars. Comment vous faites les gros tatoués? Les gros tatoués comme ça. Non, mais avec la barbe, les lunettes de soleil, comme dans les... Il y avait un problème avec ces gros tatoués, c'est que moi j'étais... Mais ils étaient prêts à nous tirer dessus, les gros tatoués. Pourquoi? Comme colonel de l'armée française, ils en avaient rien à foutre. On avait l'impression qu'ils étaient prêts à tirer dessus parce qu'ils avaient sans doute, c'était des process, si vous voulez, mais quand ils patrouillaient les rues de Kaboul, pays censé être amis, qui les avaient appelés avec un président Karzai qui les avait appelés, etc. Eh bien, sans doute, le process faisait que, systématiquement de leur toile, ils vous visaient pour être prêts. Vous voyez, par exemple, si vous étiez... Et donc, c'était très désagréable pour les Afghans aussi. Si vous voulez, qu'est-ce que c'est que ces alliés qui, au lieu de me faire des petits signes comme ça et de me lancer des bombes, vous visent avec... Moi, ils ont failli tirer sur un de mes engins. Général. Ils ont failli tirer sur un de mes P4. Moi, j'ai fait une protestation officielle. Moi, j'étais colonel, commandant de la force à l'époque. Il y avait qu'un colonel en 2004. Et j'ai dû faire une protestation au niveau du commandement américain, au général qui commandait la force, parce que le gars, il a armé sa mitrailleuse parce qu'on serrait de trop près son convoi. Mais si on peut revenir à... Voilà. Donc il y a pas mal, de gens borderline. Voilà, mais enfin, ils sont utiles. Pour les États-Unis, ils sont utiles. Il y a une utilité toute particulière à ces milices privées, c'est qu'elles sont privées. Qui dit privé, c'est que quelqu'un doit les payer. Et une chose qui reste très floue, c'est comment seront financées ces milices. Mais même les milices publiques, façon de dire, même l'armée officielle doit être payée factuellement. Donc, ils seront payés par les mêmes méthodes habituelles. Et là derrière, l'Europe ne pourrait pas les payer. Et une autre chose, une autre idée... Attendez, Innocent, si c'est vraiment le cas, alors c'est là, on sait évidemment. Pas, c'est moi, non, mais il y a un intérêt pour Trump aussi. Et aussi, elles auraient comme objectif d'éventuellement sauvegarder les installations américaines, privées américaines en Ukraine. On se rappelle d'il y a une dizaine de jours du bombardement d'une usine qui appartient à des Américains, l'éventuel miroitement des deals sur les minerais qui seraient exploités au profit des Américains devront être aussi sauvegardés. Donc on voit très bien l'intérêt de Trump qui, là encore,
je le vois venir, va y trouver un moyen de gagner. À ce moment-là, est-ce que vraiment les Européens seraient roulés dans la farine? C'est-à-dire, eux, sagement, ils voudraient envoyer le... Tu poses mal la question. La question, c'est est-ce que les Européens seront encore roulés dans la farine? Parce que vous l'êtes tellement qu'il ne s'agit même plus de se poser la question en réalité. Vous le serez. Leurs troupes régulières, très correctes, très convenables, comme le général Richoux ici à ma droite. Et puis les Américains, eux, diraient non, nous, on envoie des milices privées et en plus, vous allez les payer. C'est ce qu'ils font depuis toujours, de toute Et en gros, ce serait dire, nous on envoie les soldats américains, mais c'est vous qui allez payer les soldats américains. C'est-à-dire quand tu as un partenaire comme les États-Unis, tu n'as pas besoin d'ennemis. Un gars nuisible. Mais vous voyez comment les Européens sont toujours là. Tu t'es en train de dire oui, mais oui, monsieur, on va faire ce que tu nous dis. De toute manière, mais elles peuvent avoir aussi leur utilité, véritablement. Le vrai problème, c'est qu'il faut qu'elles soient cadrées et qu'elles ne soient pas freestyle. Voilà, c'est que là, on n'est pas du tout sur le terrain irakien ou sur le terrain afghan. C'est la situation complètement différente où il y a des enjeux géopolitiques considérables. C'est-à-dire que c'est pas loin, personne ne voit. Là, c'est sous le regard de l'actualité internationale, du monde entier. Et donc, s'il y a des bavures, s'il y a des dommages collatéraux, très vite, on va se poser la question de savoir à qui obéissent ces milices, quel est leur mandat surtout. N'est-ce pas là, ce sont les Occidentaux, non? On doit être maintenant plus regardant, on doit surveiller. Vous entendez ce discours, il est très grave. Parce que ce discours montre la considération qu'ils ont pour tout ce qui est non occidental. Non, mais ici, ce n'est pas l'Irak. En Irak, oui, vous pouviez faire tout ce que vous vouliez. De toute façon, on ne les considérait pas visiblement. C'est ce que je comprends quand il est en train de parler. Mais là, en Ukraine, on sera dans un autre cadre. Ceux-là, on les considère comme faisant partie des nôtres. On a les mêmes voitures qu'eux. J'espère que vous entendez très bien leur manière de réfléchir. Et ça passe à la télé, sans souci. Il réfléchit, sort ce genre d'idiotie, c'est monté, c'est publié, l'idiotie reste. Les autres sur le plateau ne le reprennent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est que normal, ce qu'il est en train de raconter. Il est en train de nous expliquer qu'en Irak, c'était pas grave s'il y avait des bavures. C'était pas grave. Vu que de toute façon, on ne les considère pas. Pourquoi? Parce qu'on peut pousser, de toute façon, ils ne les considèrent pas. Mais en Ukraine, non, ce sera beaucoup plus réglementé, beaucoup plus strict. Donc, il y aura un certain contrôle de tout ça là, pour éviter les bavures. Et là, on est finalement dans un cas de figure où moi, j'ai un peu l'impression, c'est mon analyse en tout cas, que Trump lance des idées, faute de réussir à avancer sur le dossier ukrainien. Et donc, il dit, bah voilà, pourquoi pas, au fond, on va regarder ce qu'on a fait autrefois, et puis on va essayer peut-être de proposer ça aux Européens, et voir si les Russes pourraient éventuellement l'accepter. Est-ce que les Européens seraient prêts à le gober? Ils ont gobé l'accord sur le terrain en Écosse. Madame von der Leyen a été humiliée, elle a accepté l'humiliation, elle s'est écrasée. Est-ce que de la même façon, ils seraient prêts à s'écraser pour ça? Ils sont prêts aussi à s'écraser pour plein de choses. C'est une perspective envisageable, Darius, parce que il faut reconnaître que les Européens n'ont pas cessé, dans cette affaire de crise ukrainienne, d'être roulés dans la farine. Ça commence au début de... Au moins, il l'admet. Au moins, il l'admet. Maïdan, comme vous vous souvenez, la Victoria Nuland, la sous-secrétaire américaine qui distribuait des biscuits aux protestataires. Qu'est-ce qu'elle avait dit sur les Européens? Elle a dit, à un moment, elle téléphone à son ambassadeur à Kiev, et ils commencent ensemble à dire, ben voilà, quel devrait être le nouveau gouvernement ukrainien. Et puis, l'ambassadeur qui fait son boulot dit, il faudrait quand même, très bien, on a les noms, mais il faudrait quand même consulter nos amis, les Européens. Et là, elle dit, fuck the Europeans, que les Européens aillent se faire foutre. Voilà. Puis ensuite, on avait compris, notre culture générale quand même est faible, mais et alors, ensuite, il y a eu l'accord de paix intra-ukrainien. Ils viennent de faire un autre aveu à Mondovision. Ils ont une faible culture générale. Vous pouvez penser que c'est la blague, que le ton il est second degré parce que voilà, ils sont sur un plateau. Non, c'est la vérité. Ils ont une réelle très faible culture générale. Et c'est pour ça que vous pouvez les entendre sortir ce tas d'âneries. Que les Européens avaient négocié, la France, la Pologne et l'Allemagne, le 21 février 2014. Est-ce que les Américains ont tout fait pour le soutenir? Je ne crois pas. Alors c'est la faute des Européens s'ils l'ont laissé. Et là, on apprenait aussi que les Européens, que les Américains surfacturent les armes qu'ils vendent aux Européens. Voilà. Alors ensuite, il y a eu les Américains qui n'ont aucun commerce avec la Russie. On dit aux Européens, vous arrêtez tout commerce avec la Russie, et surtout, vous nous achetez notre gaz à nous. Voilà. Mais comment est-ce que tu peux dire que les Européens n'avaient aucun commerce avec la Russie? On est d'accord que je n'ai pas mal entendu. Il a dit les Européens n'avaient aucun commerce avec la Russie, mais on leur a quand même demandé d'arrêter tout commerce avec la Russie. Qui n'ont aucun commerce. Alors ensuite, il y a eu les Américains qui n'ont aucun commerce avec la Russie. On dit aux Européens, vous arrêtez tout commerce avec la Russie. Ah ok, effectivement, j'avais mal entendu. Ce sont les Américains qui n'avaient aucun commerce avec la Russie, et c'est faux, qui ont dit
aux Européens de n'avoir aucun commerce avec la Russie. Pourquoi c'est faux? Parce que même malgré les sanctions jusqu'à présent, les Américains font encore du commerce avec la Russie. Déjà avant, dans le secteur de l'énergie, pétrole, gaz, uranium, vraiment, ça circulait très rapidement. Avant la guerre et l'augmentation des sanctions que l'on voit aujourd'hui là, les États-Unis importaient du pétrole brut et raffiné de la Russie. En 2021 même par exemple, la Russie a été l'un des plus grands fournisseurs de pétrole des États-Unis. Paradoxalement, Washington a longtemps acheté l'uranium enrichi pour ses centrales nucléaires à la Russie. La Russie fournissait jusqu'à 20% de l'uranium utilisé dans les réacteurs américains. C'est le secteur le plus stratégique mais aussi le secteur le plus hypocrite. Parce qu'il y avait les sanctions d'un côté mais les contrats vitaux de l'autre côté. Et vous comprenez pourquoi le présentateur fait comprendre qu'ils n'ont pas de culture générale, non? Je vous avais dit que c'est vous pensiez que c'était la blague. C'est vrai. Quand ils disent qu'ils n'ont pas de culture générale, c'est vrai. Parce que quand on quitte le secteur de l'énergie, secteur le plus vital, il y a après les produits agricoles et alimentaires. La Russie exportait vers les États-Unis du poisson, des crabes, du caviar, mais aussi les engrais, éléments clés quand même pour l'agriculture américaine. Avant les sanctions, les engrais russes représentaient jusqu'à 20% des importations américaines dans ce domaine. On peut parler de métaux et matières premières. La Russie fournissait du nickel, du palladium, de l'aluminium et du titane. C'est même le titane russe qui est utilisé dans l'aéronautique américaine, notamment pour les Boeing par exemple. Et même après 2022, ce secteur a été particulièrement épargné par les sanctions parce que c'était difficile de remplacer le fournisseur russe. On parle également de technologies d'équipement, c'est-à-dire le matériel industriel, des composantes électroniques, des logiciels et globalement de l'équipement médical. Et même jusqu'à présent, ce secteur d'activité entre la Russie et les États-Unis continue de passer. Le truc, c'est que le transport n'est plus direct. Ça ne quitte plus directement de la Russie vers les États-Unis. Ça passe par la Turquie, l'Arménie ou encore le Kazakhstan. Donc, ils se sont rajoutés une logistique supplémentaire pour rien parce qu'ils veulent gonfler la poitrine, montrer qu'ils sont forts alors qu'ils ont besoin de la personne en face. Et c'est la même chose avec des biens de consommation, que ce soit des produits pharmaceutiques, des vêtements de marque, de l'alcool, de la cosmétique. Tout ça, ça continue de circuler entre les deux pays. Maintenant, je me rends compte même d'un truc. Souvent, ces gars mentent par ignorance. Bien évidemment, je ne parle pas du principe qu'ils sont ignorants. Mais on ne peut pas non plus exclure ce cas de figure. Parce que je ne sais pas ce que ça lui coûterait là maintenant de dire qu'effectivement, les États-Unis avaient des échanges commerciaux avec la Russie. D'ailleurs, l'argumentaire aurait même eu plus de poids. Parce que ça aurait été du genre, les États-Unis qui ont des relations économiques avec la Russie nous demandent à nous, Européens, de ne plus avoir de relations économiques avec la Russie. Ce qui est insensé. Et là, ça aurait été son argumentaire. Mais si ce n'est pas de l'ignorance, c'est quoi à ce niveau? Parce que là, le mensonge n'est vraiment pas utile. Rochebang a décrit le plateau des gens qui manquent de culture générale. Et surtout, vous nous achetez notre gaz à nous. Voilà. Et les Verts européens ont accepté ça. Avant, le gaz de schiste c'était haram, c'était interdit, mais maintenant c'était tout à fait accepté. Et ensuite, nous avons commencé à aider considérablement l'Ukraine, militairement, enfin avec des équipements et financièrement. Et puis tout d'un coup, sans nous prévenir, Trump a décidé de faire volte-face à 180 degrés. Et puis il revient un peu dans notre sens, mais avec une marge, comme vous le dites, de 10% sur les armes. Comment expliquer ça? C'est-à-dire là, est-ce qu'il y a une prise de risque pour les Européens, en effet, eux, d'être parfaitement dans les clous, corrects, convenables, avec un mandat clair, et d'avoir à côté des milices américaines? Il n'y a pas de mandat clair, personne n'a un mandat aujourd'hui. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Il a d'abord demandé comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Répondez à une question à la fois. Visiblement, comme ils ne vont pas répondre, je vais d'abord répondre à cette question-là. Comment est-ce que c'est possible? Simplement parce que vous êtes des vassaux. L'Europe est un vassal des États-Unis. C'est tout. L'Union européenne n'a pas été créée pour servir les Européens, mais pour servir les Américains. On veut prendre des décisions groupées une fois avoir l'attaque. Ils rassemblent tout ça là et on met derrière. Pensez en termes réels. Ça vous permettra de plus facilement accepter les faits. Le truc, c'est quoi? C'est que l'intégralité de l'Europe, sa culture, son économie, sa vie, sa survie est reposée sur le fait qu'il y a son fils états-unien qui est là, globalement, qui gravite constamment. Donc, tout ce que les États-Unis vont demander, vous allez être obligé de donner. Votre travail, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils ne soient pas juste trop fâchés contre vous. C'est tout. Je peux juste finir ma phrase, intégrés militairement à la force. Si vous voulez, là, on parle de ces déploiements de troupes qui seront près de la frontière, loin de la frontière. Mais la question principale, c'est est-ce que les Européens, avec ou sont les Américains, sont prêts à aller mettre une force de maintien de paix, de dissuasion, on l'appelle comme on veut, en Ukraine, sans qu'il y ait eu un cessez-le-feu ou un accord quelconque avec la Russie? Non, vous n'en êtes pas capable. Donc on a tous ces plans, mais la condition principale pour tous les plans qui sont discutés publiquement, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu, qui est
très 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 loin. Les Russes ne donnent aucune indication de vouloir un cessez-le-feu. Donc on parle de quoi? On n'a même pas de mandat, on n'a même pas de carte, on ne sait pas de quoi on parle. Et je trouve intéressant que les Européens parlent de ce qu'ils feraient avec des si, mais est-ce qu'ils parlent de ce qu'ils feront si, par exemple, d'ici la fin de l'année, c'est clair que la Russie ne voudra pas un cessez-le-feu? Elle ne veut pas que les Européens parlent avec des si, mais elle, dans son exemple, commence par dire si. Est-ce qu'ils vont vraiment ajouter, renforcer la livraison d'armes? Est-ce qu'ils vont vraiment fermer le ciel ukrainien? Il y a une pétition. Ils n'ont pas osé pour l'instant. Ni en 2022, ni en 2023, ni en 2024. C'est réclamé depuis le début par les Ukrainiens. Ça réclamé depuis le début par les Ukrainiens. Beaucoup de spécialistes de l'aéronautique ont expliqué que c'est possible, en tout cas pour une partie de l'Ukraine, sans forcément rentrer en combat direct avec la Russie. Il y a une pétition qui circule en ce moment qui appelle à la fermeture du ciel ukrainien. Est-ce que les Européens, au moins en privé, discutent des pas qui seront possibles sans un cessez-le-feu? C'est un débat. C'est un débat très... Là, c'est que le type voulait même déjà lui couper la parole. Bref. Est-ce que les Européens, au moins en privé, discutent des pas qui seront possibles sans un cessez-le-feu? C'est un débat. C'est un débat très... Voilà, on a encore une fois écouté les généraux de plateau étaler leur grande méconnaissance du monde qui nous entoure et leur forme d'hypocrisie continue qui ne s'arrête jamais. Si on doit quand même les respecter à ce niveau, c'est là-bas. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont décidé de mentir, ils y vont jusqu'au bout. Parfois, c'est bancal, c'est mal fait, mais au moins ils essaient. À chaque fois, même quand la vérité est face à eux, ils essaient toujours, tout le temps. Mais bon, voilà, il faut qu'on les débunk. Il faut bien qu'on se repose sur leurs mensonges pour débunker, casser ça et avancer, pour pouvoir mieux comprendre le monde qui nous entoure. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, ça aide. Actuellement, je suis Shadowban. Et voilà, on se retrouve une prochaine fois.